pour ce qui est des panélistes aujourd'hui, on aura 4 intervenants, en espérant que Naoufel, directeur des ventes chez Siemens, puisse se joindre à nous entre-temps. Donc, je fais la présentation très rapide. Il y aura Yahya Houri, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, Yahya, qui est le CEO de Flat Six Labs, Tunisie. Tu peux intervenir si jamais j'ai écorché le nom, Yahya. C'est ça. C'est ça? D'accord, très bien. Intervenant numéro 2, donc on aura Kamel Oumnia, qui est le cofondateur d'Incubmi en Algérie. Ensuite, Mehdi Alaoui, CEO de la Startup Factory. Et Naoufel Bouayed, Sales Head at Siemens. Il nous a rejoint, super. Bienvenue Naoufel. Super, alors très bien, on est dans les temps. Alors ce que je propose rapidement, c'est comme peut-être que les uns et les autres ne se connaissent pas encore, que chacun des intervenants se présente très brièvement, comme ça fera office d'une bonne introduction. Et ensuite, on se lancera directement dans le panel. Alors, Yahya, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Lamis. Yahya Houri, je suis le Managing Director de Flatix Labs en Tunisie. Flatix Labs, c'est une structure régionale. On a un accélérateur et un fonds d'investissement. On est présent sur 6 pays de la région MENA, avec plus de 250 investissements à travers la région. En Tunisie, on en a une quarantaine. Ça fait 3 ans qu'on est opérationnel ici. La problématique des grands groupes a toujours été une très grande priorité pour nous. Je suis très content d'être sur ce panel parce que bien sûr, les startups, ce n'est pas seulement pour de l'investissement, du financement de la part d'investisseurs, c'est vraiment beaucoup plus de chercher des clients. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de challenges sur ce point-là. Que ce soit du côté mindset, du côté business et du côté opérationnel quand on parle de la relation entre corporate et startup. Mais je laisserai ça pour un peu plus tard. Très bien. Merci beaucoup, Yahya, pour cette brève introduction. Kamel, à toi la parole pour une petite présentation. Bonjour à tous. Bon, comme tu l'as dit, je suis cofondateur. Un peu plus fort, Kamel, on ne t'entend pas bien. Ouais. Comme tu l'avais précédemment dit, je suis cofondateur d'Incubmi, qui est le premier incubateur panafricain en Algérie. D'autre part, j'ai un background de juriste, d'avocat, j'ai fait des études de droit et de criminologie et j'ai créé quelques entreprises en Algérie. Je continue de faire travail de consultant et d'expert pour des entreprises et je pousse actuellement l'incubateur à Alger pour réaliser un petit peu ces objectifs dont la relation incubateur, start-up ou projet avec des donneurs d'ordre, des entreprises, de grandes entreprises, de moyennes entreprises, pour que tout le monde puisse profiter un petit peu de ces interactions. Voilà. Très bien, merci beaucoup Kamel pour l'introduction. On passe à Mehdi. Mehdi Alaoui, CEO de la Startup Factory. Bonjour Lamis, ravi d'être parmi vous. C'est un vrai plaisir et honneur. Je suis fondateur de la Startup Factory, donc il y a un hub d'innovation panafricain. Donc aujourd'hui, on est sur 2 pays, donc le Maroc et le Sénégal. Alors justement, nous on a été créé, on va dire essentiellement en fait pour accélérer la collaboration entre les startups et les grands groupes. Donc, c'est vraiment, on va dire, là où on a notre expertise. En fait, on fait 3 choses. Donc, on accompagne les startups via des programmes d'incubation et d'accélération pour les booster. 2, donc on fait de l'open innovation, donc accès au marché pour les startups. Et 3, on fait aussi donc du financement à travers des prêts d'honneur, de la subvention et aussi des réseaux de business angel. En parallèle, je porte aussi la casquette de vice-président de la PEVI, qui est la Fédération des technologies au Maroc. Et puis moi-même, je suis start-upper depuis maintenant 20 ans.
Donc, j'ai monté pas mal de startups, bien évidemment avec des échecs, mais aussi quelques belles réussites et quelques exits. Et voilà, je me considère, et en tout cas, je suis militant pour les startups et j'ai vraiment envie qu'on crée un cadre pour nos startups maghrébines différents et porteurs pour l'avenir. Merci beaucoup, Mahdi, pour cette présentation. Avec la triple casquette, ça promet d'être très intéressant. Et je termine donc avec Naoufel, qui va se présenter, qui est donc le directeur vente chez Siemens. Naoufel, Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui? Très bien. Très bien. Voilà, je suis Naoufel Bouayed. Je travaille chez Siemens depuis maintenant 14 ans. J'ai commencé en tant qu'ingénieur de projet. Donc, j'ai fait mon projet de fin d'études avec l'entreprise. Et voilà, l'histoire a commencé. J'ai pu travailler dans différents pays, faire en Afrique ou en Europe, faire des mises en service de grosses installations. Et petit à petit, je me suis orienté vers la partie commerciale où je m'oriente vers tout ce qui est vente vers les clients de produits ou de projets. Et maintenant, je suis directeur des ventes de la section industrielle de Siemens. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité de tout ce qui est chiffres dans le pays, dans l'Algérie, que ce soit les grands comptes ou les partenaires pour attaquer tout ce qui est business chez les clients finaux. Clients finaux, grands comptes, publics, problèmes contractuels, c'est mon quotidien. Donc, je pourrais, je pense, apporter quelques éclaircissements dans ce domaine. Mais ça, j'en suis certaine, Naoufel. Je suis certaine que tu vas apporter beaucoup d'éclaircissements, même sur la question des challenges à relever en matière contractuelle. Alors, je vous remercie à tous pour la présentation. Je ne sais pas si Anis compte lancer ou pas l'hymne, mais si il ne compte pas le faire, je pense qu'on peut directement, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, se lancer dans le vif du sujet, dans le débat. Alors, la première des questions, j'avais envoyé un certain nombre de thématiques, mais qui sont très généralistes. Le débat est ouvert, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir interagir de façon très participative. La première des questions que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, on va commencer par Naoufel. Tiens, Naoufel qui justement représente Siemens en Algérie. Un état des lieux, parce qu'on est vraiment dans la période post-Covid. Ça a été une crise sanitaire assez incroyable que le monde a connue, et notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Un état des lieux sur les tendances justement concernant la demande et les besoins des grands groupes. Alors, je m'explique rapidement. Hier, on parlait beaucoup justement du financement, de la question des levées de fonds, etc., avec l'inquiétude de la part des startups liées justement à cette question des financements. Mais déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée de ton point de vue à toi sur la tendance dans les mois à venir, en tout cas actuellement, et pour les mois à venir, en matière de demande ou de besoin des grands groupes? Est-ce que tu penses qu'on va aller vers une stagnation, une diminution de cette demande, des besoins, etc. Comment est-ce que tu vois les choses? Et après, on embrayera sur la vie des autres. Effectivement, chez les grands comptes, il y a eu pas mal de changements actuellement. Déjà, ces changements se sont effectués, j'ai remarqué, depuis quelques années. C'est-à-dire que un grand compte qui était d'abord un compte technologique ou un compte qui répondait à un besoin devenait depuis quelques années des holdings financiers qui sont, il faut le dire, tenus par des financiers même si le directeur général ou le PDG n'est pas de sa vocation ne va pas dans cette direction. Mais le point fort dans ces entreprises, ce sont les finances. C'est le monde économique l'a remarqué, c'est les entreprises les plus stables et qui ont les reins les plus solides financièrement qui peuvent perdurer. Et ceci, ça s'est calqué quelques années plus tard, je le remarque en Algérie, chez les grands comptes privés, puis chez le public aussi.
Donc, nous voyons ça depuis quelques années. Et maintenant, avec la crise actuelle, ça se ressent de plus en plus. C'est-à-dire que, effectivement, il y a eu une baisse de demande. Peut-être pas le mois de mars, mais le mois d'avril, on l'a bien senti. Mais il y a eu aussi un changement de demande, c'est-à-dire que cette baisse a été compensée par une modification du type de besoin ou d'inquiétude chez ces grands comptes ou chez ces clients finaux qui maintenant sont plus intéressés par peut-être des demandes en digitalisation, c'est-à-dire vérifier comment ils pouvaient continuer à fonctionner, à opérer leurs installations ou leur institutions sans avoir en permanence leur personnel sur site. Et c'est vraiment le challenge qui est actuellement chez ces grands comptes ou chez ces industriels qui n'ont pas pu, par exemple, pour une raison juste de transport, qui n'ont pas pu démarrer leur installation qu'ils comptaient démarrer cette année parce qu'ils avaient des ingénieurs italiens qui devaient venir en Algérie travailler pendant quelques semaines et ça n'a pas été possible à cause des annulations des vols. Donc ça, c'est un exemple type d'un industriel qui vient nous dire comment vous pouvez nous aider pour continuer à faire ce qu'on faisait, mais à distance. Donc, ces challenges de digitalisation, il y avait une orientation du business dans ce sens, mais on ne sentait pas le besoin aussi fort que maintenant, où c'est vraiment, avant, c'était nous en tant qu'entreprise technologique qui devions convaincre ses clients finaux qu'il fallait s'orienter vers l'industrie 4.0, donc tout ce qui est digital. Maintenant, on sent vraiment le besoin qui vient de chez eux pour nous dire comment ça fonctionne, comment on peut faire ce qu'on appelle dans le jargon maintenant la transformation digitale, comment on peut l'opérer et quel est le retour d'investissement. Donc, la partie financière revient toujours. Quelles sont les références? C'est très important aussi de dire à ces industriels, voilà, ça a été appliqué par tel ou par tel et ça a fonctionné. Donc, effectivement, on voit un fléchissement, mais on voit aussi un rebond dans un autre sens, dans le sens digital. Très bien, je te remercie pour cette réponse, Naoufel. Alors, peut-être que Yahya ou Kamel, l'un ou l'autre, ou même Mahdi, hein, si vous voulez rebondir sur la réponse apportée, à savoir justement que, en tout cas, Naoufel constate une baisse de la demande, mais en tout cas un changement dans l'approche et un changement de la demande avec un intérêt beaucoup plus prononcé pour tout ce qui est digital. C'est bien ça. Yahya, je vois que tu as… Moi, je suis entièrement d'accord et je suis surtout d'accord sur un point en particulier que Naoufel avait mentionné, c'est qu'il faut parler de ces relations-là, de ces success stories. On le voit tout le temps quand on va voir nous, en tant qu'accélérateur et accompagnateur, on va démarcher les grands groupes avec les startups et pour les startups. Et on voit le regard sur les collègues des grands groupes qui nous disent écoute, cette société, elle a 6 mois, je ne vais pas lui donner un gros contrat sur lequel mon business dépend. D'abord, parce que la personne a l'air assez jeune, parce qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de track record. Et donc, c'est très difficile. C'est pour ça que, comme Naoufel l'avait mentionné, si il y a des relations qui sont… qui se passe bien, il faut vraiment que les grands groupes en parlent, il faut qu'ils en soient fiers. Les startups en parlent déjà, mais la plupart du temps, en fait, les grands groupes demandent aux startups de ne pas trop parler des relations contractuelles qu'ils ont entre eux, ce qui est, je pense, compréhensible, mais il y a quand même des façons. Tijari en Tunisie avait bien fait ça quand ils avaient fait plusieurs grands événements qui reliaient les corporates avec les startups et ils parlaient des success stories, des liens entre chaque startup et chaque client de la banque. Et c'est important, ça ramène un peu un confort. Donc, nous, on dit toujours que les 50 entrepreneurs qu'on a avec nous, ils préfèrent de très loin avoir un contrat de 10 000 $ avec un grand groupe que d'avoir un chèque en carton qu'ils ont gagné dans une compétition de 30 000 $. Parce que le contrat de 10 000 $, c'est contre leur service, c'est de la vraie valeur ajoutée.
alors que le chèque, c'est un prix et ça veut rien dire. On a vu plusieurs fois des startups qui ont pris ces contrats de service et ils sont partis chez plusieurs autres clients et ils ont pu avoir des contrats beaucoup plus importants grâce aux contrats qu'ils avaient eus précédemment. Et donc, vraiment, moi, je veux vraiment mettre l'accent sur de parler des success stories, et peut-être qu'on peut faire quelque chose tous ensemble ici, de parler des success stories à travers le Maghreb, du corporate startup engagement dont on a vraiment besoin. Très bien. Très bien. Peut-être je vais compléter ce que mon ami vient de dire. En fait, cette relation entre les startups et les corporates est extrêmement aujourd'hui importante. Revenons un petit peu sur, on va dire, le Maghreb. Le Maghreb est on va dire, une région où le B2C est très compliqué, très coûteux, nécessite beaucoup, beaucoup de fonds. Donc, pour que nos startups réussissent, il faut on va dire, au lieu qu'ils continuent à pitcher leurs idées ou leurs projets dans toutes les compétitions, il faut qu'ils aient en fait des clients. Il faut qu'ils génèrent du revenu réel pour que justement les investisseurs puissent s'intéresser à eux. Et donc, le B2B est une vraie solution. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a justement des startups avec des jeunes talents innovants, capables de disrupter des métiers, d'un côté. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui sont dans une phase de transformation digitale très importante et ils ont besoin en fait d'aller vite. Ces grandes entreprises, souvent, ils ont les moyens, mais ils font appel à des SS2I ou ils le font en interne. Chaque projet prend 2-3 ans, voire des projets qui sont abandonnés. Et c'est pour ça que cette collaboration est win-win, elle a du sens. Maintenant, elle est encore difficile. Et comme maintenant on parlait en fait de la notion de partager tout ça et d'en parler, c'est ce qui va donner en fait envie à beaucoup de corporates de le faire. Et je pense qu'on peut parler donc des grandes entreprises, mais on peut aussi commencer aujourd'hui à intégrer les PME. Alors je vais revenir sur notre expérience, je dirais, au Maroc et donner quelques chiffres. Voilà, en 3 ans à la Startup Factory, il y a eu plus de 103 contrats signés entre des startups et des grands groupes. Ça a généré 3,3 millions de dollars de chiffre d'affaires entre ces deux entités. On est parti vraiment de zéro et franchement, le résultat est pas mal. Mais est-ce que c'est bon, on dit on a atteint les objectifs? Non, loin de là. Parce qu'il va continuer à démultiplier ça. Alors au Maroc, ce qui nous a vraiment aidé, c'est le fait de monter des programmes avec une communication très, très importante derrière. C'est-à-dire que quand le grand groupe, voilà, en fait, travaillait avec des startups, on travaillait avec eux avec 3 objectifs. Le premier, très simple, c'est le grand groupe a besoin de communiquer. Donc, voilà. Et donc, ça sert les intérêts de ce genre de programme parce qu'in fine, ils communiquent aussi sur les success stories. 2, il a besoin en fait de changer le mindset de ses collaborateurs, donc en faisant de la co-construction et de l'open innovation. Et 3, il se dit, oh, voilà, au pire des cas, on aura communiqué, on aura changé les mindsets. Au meilleur des cas, on aura déployé des solutions innovantes. Et au fait, au fur et à mesure qu'on a fait ces programmes, en fait, on les a taillés et on les a adaptés pour faire en sorte que à chaque fin de programme, on ait 2-3 solutions qui sont implémentées. C'est sûr que ce n'est pas facile, c'est sûr que ça prend encore beaucoup de temps. Au lieu que ça prenne 6 mois, ça prend aujourd'hui en 12 à 18 mois, dans la douleur. Mais il y a quand même aujourd'hui pas mal donc, de success stories qui commencent à émerger et qui commencent à créer la confiance entre les startups et les grands groupes. Donc, à mon avis, et comme on le disait tout à l'heure, la meilleure façon de le faire, c'est amener en fait les grands groupes à, comment dire, à beaucoup communiquer, surtout sur les résultats. Et donc aujourd'hui, voilà, après 12 mois, 18 mois des programmes qu'on a fait, ben, en fait, les résultats commencent à tomber. Les startups déploient leurs projets et les grands groupes sont très, très, très fiers de ça. Et donc, c'est un cercle vertueux. Plus il y aura de programmes, plus il y aura des success stories, plus les grands groupes vont communiquer, plus ils vont donner envie à d'autres à le faire. Et donc, voilà, c'est une mécanique, on va dire, qui est très intéressante, mais qu'il faut que aussi nous, autant que Maghreb, qu'on fasse, on va dire, un échange je dirais, et un partage d'expérience. En tout cas, nous, voilà, au Maroc, on est disposé à partager toute notre expérience pour qu'elle soit déployée dans les autres pays, parce que c'est l'open innovation qui est pour moi le futur du Maghreb et le futur de nos startups, ne serait-ce que pour les 5 ans qui vont venir. Kamel, est-ce que tu peux, merci beaucoup Mahdi,
Kamel, tu peux ajouter un mot justement sur les aspects qui ont été… Oui, si je devais, est-ce que vous m'entendez? Si je devais revenir au titre que nous avons, c'est la situation par rapport à la situation que nous connaissons, est une situation très particulière, jamais connue, jamais vécue, relative donc à cette pandémie. Et l'idée est bien entendu que cette situation profite à nos gars, pour parler un petit peu selfish. Donc, mais ce ne sera pas uniquement aux startups ou aux gens ou aux institutions qui gravitent autour des startups, notamment les incubateurs, accélérateurs et autres hubs, que l'action va être, qu'ils vont mener l'action. En fait, tout le monde profitera. Ce que l'on a remarqué grâce, je peux dire grâce à ce Covid, donc à toute chose, malheur est bon, il faut juste bien étudier, bien analyser la situation et essayer de se placer pour le bien de tous, c'est que des grosses entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, je parle d'Algérie, comme je pourrais parler de tous les pays dans le monde, ont cherché à trouver des solutions palliatives à l'arrêt de leurs activités ou à l'arrêt de certains services de leurs activités, notamment le fait que leurs employés ne puissent plus se déplacer. Donc, ils ont cherché des solutions. Ce que nous faisons là aujourd'hui, donc télétravail, des missions donc en restant chez soi, organiser des réunions, organiser des interventions, piloter des actions, un ingénieur qui pilote une action sur un chantier parce qu'il ne peut pas se déplacer, comme le disait tout à l'heure Naoufel, etc. Donc, mais tout cela doit se faire via une action, donc via une intervention. Et c'est qui va faire ce genre de choses? Si ce n'est les entreprises qui ont, et je reste collé au titre donc de notre panel, c'est-à-dire piloter la relation contractuelle en période de crise, donc, ou en sortie de crise. Comment on fait? On fait en utilisant, bien entendu, les outils. Les outils, qui c'est qui peut amener des outils rapidement? Ceux qui peuvent intervenir rapidement, ce sont de jeunes startups qui ont le know-how, qui n'ont peut-être pas l'expérience, mais qui veulent en découdre et qui veulent qu'on leur donne leur chance. Moi, mon discours est tout à fait celui-là. Donc, Naufel nous a parlé de l'expérience que Siemens, bon, je peux le dire, c'est toute personne que Siemens et Incubi avons piloté un projet via une petite start-up de chez nous qui est en train de réaliser un projet pour Siemens et c'est excellent. C'est très bien. C'est ce genre d'expérience que nous devons aujourd'hui renouveler, démultiplier, que ce soit dans le pays ou dans la région ou dans le monde, en utilisant la flexibilité, la souplesse, l'intelligence, le dynamisme des startups au service de la demande des marchés et des moyens, des ressources que des grands groupes possèdent. Aujourd'hui, ces grands groupes sont ouverts, ils disent « Ah oui, c'est ceux-là qui peuvent nous faire ça », plutôt que de recruter, de former, tout ça. Non, ceux-là, ils sont formés. Essayons de leur accorder, donc de leur donner leur chance et faisons-les travailler. Moi, je pense que c'est à ça que nous devons nous atteler pour les semaines et les mois à venir. Essayons de profiter de cette ouverture, on va dire, comme dans un match. Il y a une ouverture, on s'engouffre et on place nos gens. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire dans ce groupe. C'est un petit peu ce que je vois et mon résumé. Merci Kamel, non, c'est très intéressant ce que tu viens effectivement de développer parce que ça, justement, tu boucles la boucle quand je parlais au début de cette période, de cette conjoncture qui est très très particulière, sans rentrer vraiment dans le détail des challenges qui relèvent purement des négociations contractuelles entre les grands groupes et les startups. Ça permet de répondre aux inquiétudes que certaines startups peuvent avoir avec cette conjoncture qui est délicate, difficile et qui peuvent avoir le sentiment qu'elles ne sont finalement plus véritablement la priorité parce qu'il y a d'autres préoccupations de la part de ces grands groupes. C'était vraiment ce que je voulais dire par la question. Mais alors, on a une question de Jihad. Je ne sais pas s'il m'entend. Jihad. Oui, je vous entends. Bonjour Jihad. Bonjour. Tu as une question à poser. Oui, j'essaie de mettre la cam, mais c'est désactivé. Je peux… Alors, attends, je vais m'en occuper. Et voilà, normalement, c'est bon pour toi.
start my En video. tout cas, je l'ai activé de mon côté. Hein. Ok. Eh ben oui, c'est bon. Super. Bonjour à tout le monde. Marhaba, Jihad, ça Alors, va? j'ai une question un peu à contre-courant pour mettre un peu de punch dans le débat aussi. Comment on fait lorsqu'on est une startup? Moi, je suis Jihad Hana, je suis cofondateur de la startup Majestai. À vrai dire, on n'a pas frontalement visé le secteur public parce que c'est l'un des thèmes de ce panel, mais aussi les grands groupes a priori parce qu'on savait tout le lead time qui est nécessaire pour transformer une discussion en un contrat avec une entreprise publique, avec un grand groupe, etc., avec des arguments qui s'entendent, bien sûr. Hein, voilà, on touche un peu le corps de métier, etc. Mais à l'occasion, notre réaction à la crise était très, très rapide. On a développé une application qui, en janvier déjà, a automatiquement généré, avec notre intelligence artificielle, une description fonctionnelle de chacun des gènes du virus, du Covid-19, avec à la clé des molécules qui sont candidates pour être efficaces contre ce virus-là. On l'a fait en janvier. Les premières caractérisations manuelles sont apparues en avril. Et on a fait du backtesting, on était à 100% d'accuracy en termes de prédiction. Et en fait, ce travail-là, all of a sudden, on a eu et les oreilles de responsables auprès du ministère de la Santé et l'intérêt, et on a même parlé contrat, et on est impliqué maintenant dans un projet de recherche pour travailler sur les souches tunisiennes. Alors, je viens à ma question, qui est de dire comment on fait lorsqu'on est une start-up pour faire le choix entre, enfin le choix, mais la bonne décision entre un groupe qui est vraiment sérieux, qui voit de la valeur dans votre entreprise, dans votre solution et qui est dans une démarche de proof of concept, etc., pour arriver à un B2B contract, parce que je pense que la B2B, c'est une perspective intéressante pour les startups, justement, versus les groupes, et il y en a beaucoup, et je ne vous cache pas, on a décliné beaucoup de groupes ou d'accélérateurs qui nous ont approchés, qui vous disent, écoutez, vous venez, vous passez 3 à 6 mois, vous faisiez votre MVP, proof of concept, etc. Et puis voilà, on vous donne un joli prix, vous êtes un graduate de l'incubateur, de l'accélérateur ou de l'unité innovation du grand groupe, il n'y a rien. Et on vous aurait fait perdre 3 à 6 mois d'efforts. Je trouve personnellement, étant sur le terrain, je dirais, une difficulté à distinguer un peu le bon grain de livret. Et j'aimerais avoir la perspective de tous les panélistes, de tout le monde par rapport à ça. Comment on fait véritablement lorsqu'on est une... Merci beaucoup, Jihad, pour ta question que je trouve moi personnellement très pertinente. Alors, je ne sais pas, alors Yahya en parlait tout à l'heure, Kamel également, je crois qu'il a une très bonne expérience, en tout cas, il peut partager l'expérience aussi de l'incubateur. Est-ce que Kamel, Yahya, vous voulez bien répondre à Jihad justement sur ce point-là, sur comment distinguer les groupes qui sont prêts justement à transformer en tout cas juste la parole en acte, aider ces startups à véritablement concrétiser les choses et sans perdre de temps, puisque c'est aussi l'objectif. Absolument. Donc, si je peux répondre, donc, je dis, on se connaît assez bien à travers Flatix Labs. Je pense, donc, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir et qui, d'après les conversations, on sent que leur ressource la plus précieuse, disons, c'est le capital de leur boîte, c'est-à-dire combien de pourcentage veut donner, etc. Moi, je pense que pour un entrepreneur de très, très, très loin, la ressource la plus importante, c'est la ressource temps. Donc, Jihad, je pense pour toi, c'est une question qui est très, très pertinente parce que c'est est-ce que je passe mon temps dans une structure d'accompagnement ou est-ce que je passe mon temps à m'attaquer au grand groupe tout seul? C'est une question qui, je pense, tu auras sûrement cette réponse-là quand tu parles à des startups qui sortent de ces programmes-là pour avoir leur feedback. C'est exactement comme moi quand je cherche un boulot, voilà, quand je vais à l'université, voilà, même quand je vais dans un restaurant, voilà, quand je veux faire partie de quoi que ce soit,
je regarde les reviews, je demande aux gens qui ont déjà eu l'expérience et tout. Il y a des gens qui passent à travers des programmes d'accompagnement et on les relie à des grands groupes à un niveau décisionnel assez important et ils ont des contrats qu'ils, je ne vais pas dire qu'ils n'auraient jamais pu avoir tout seuls, mais qu'ils auraient pu avoir tout seuls peut-être avec un time lag qui est beaucoup plus long. Donc là, dans ce cas-là, c'est très avantageux pour eux parce qu'ils ont passé 3-4 mois, ils ont donné un pourcentage de leur boîte qui est entre 10 et 15%. Et en échange, ils ont eu de l'investissement et ils ont eu aussi des mises en relation qui ont vraiment fait une grosse différence. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Et donc, ça dépend vraiment de… Moi, ce que je te suggérerais, c'est justement de parler à plusieurs entrepreneurs de toutes ces structures-là, pas seulement en Tunisie, mais à l'extérieur aussi, et voir leur retour d'expérience et baser ta décision sur ça. Kamel, désolé, je t'ai coupé, je pense. Non, j'avais interrompu pour te laisser la parole. Oui, je suis d'accord avec toi sur cet aspect. Mais ce que je pourrais dire à Jihad, c'est que le business a ça de particulier qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas de recette spécifique. J'ai un produit, je le vends. C'est pas, moi, je ne vais pas me faire le prophète de la solution miracle. Et tu m'as l'air d'être jeune et tu as un produit qui est apparemment séduisant. Tu sais quoi? Il faut savoir juste le vendre, il faut savoir à qui t'adresser. Moi, je te dis, tu peux te faire accompagner, bien entendu, par un accélérateur et tout. Sauf que, moi, ce que je dis, c'est que moi, à ta place, je n'accepterai pas un cycle lambda parce que toi, tu considères que ton produit est prêt, que tu as déjà des approches sérieuses. Donc, ok, j'accepte d'être accompagné par un accélérateur, mais ça devra faire l'objet d'un contrat ou d'une relation spécifique. Tu m'accompagnes parce que tu as un réseau derrière toi, parce que tu as des connaissances avec toi, et donc on peut toucher des personnes que moi, je n'ai pas pu toucher, et on peut obtenir des avantages que moi, à titre personnel ou là avec mon boss, on n'a pas pu obtenir. C'est pas une recette qui est écrite dans les livres, c'est l'étude du cas. Ça saurait, ça saurait. Bien entendu, bien entendu. Donc c'est par rapport à ce que toi tu sais de ton produit et par rapport à ce que tu as fait comme déjà tu as déjà démarché pas mal de personnes et tu as un retour et tu fais ton analyse maintenant. La seule chose que moi je recommanderais, c'est ne reste pas seul à prendre la décision. Consulte à titre externe un accélérateur ou un incubateur ou des gens qui sont seniors, qui ont un réseau, qui ont des compétences et une expérience, peuvent te dire, voilà, Jihad, moi je pense que ce gars-là, je peux t'accompagner pour aller visiter cette personne, ce directeur, cette institution, cette administration. Il fera peut-être un traitement particulier, mais rentrer dans un process d'accélération. Si toi tu considères, et je vois que tu es réticent à ça et je le comprends, parce que tu considères que j'ai pas à passer 2, 3 mois à 6 mois, j'ai besoin d'une réponse, et c'est d'ailleurs l'objet de ta question, tu es en train de chercher une réponse. La réponse, elle est écrite nulle part, tu la trouveras, tu décideras de la démarche quand tu auras fait le tour. Moi, ce que je te dis, consulte les personnes qui sont déjà dedans et ne fais pas l'économie de ce genre de démarche. C'est la seule vraie chose pour moi. Voilà. Je suis d'accord, merci beaucoup. Mehdi, si je peux me permettre, un petit ajout à la mise. Ouais. En fait, mon expérience, en tout cas avec les autorités de santé en Tunisie, dans le cas de la crise, c'était, on a parlé à des dizaines de personnes, dizaines de directions différentes, etc. Et en fait, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui a pu, très très rapidement, dans un quart d'heure, il a dit, mais ça a de la valeur, on va en faire quelque chose. Et c'est remonté très très vite. Donc, on a fait un mois de démarche et il fallait en fait rencontrer cette personne-là. Mais enfin, c'est la magie du business. C'est la magie du business, c'est le relationnel. Exactement. Donc, voilà, merci.
Non, merci beaucoup à toi, Jérôme, pour ce retour d'expérience. Moi, j'ai une question à vous poser, Kamel, Mehdi et Yahya. Même Naoufel, hein, tu peux évidemment aussi répondre, même si du côté peut-être privé. Ouais. En fait, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que véritablement on ne devrait pas conseiller aux start-upers que l'on rencontre initialement, s'ils ont la possibilité de démarrer, en tout cas d'aller vers, de faire une démarche de pitcher, de s'orienter davantage au début, vers des opérateurs privés que des grands groupes publics qui risqueraient aussi peut-être de les décourager. Je pose cette question comme ça, hein, c'est évidemment simplement pour avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que quand on entend malheureusement des expériences comme celle de Jihad, qui malgré tout est assez combatif, mais ça peut effectivement décourager certains. Qu'est-ce que vous en pensez, Kamel? Oui. Bon, Oui. moi, je peux dire que c'est sûr que ça décourage. C'est le main problem pour placer un projet, que vous soyez une start-up, que vous soyez un entrepreneur, vous avez un produit, vous voulez placer, c'est toujours, moi je le dis, c'est une question de network, c'est une question de, comme le disait Jian, il abonde absolument dans ce sens, il a trouvé la bonne personne pour le piloter. Maintenant, public-privé, c'est sûr que privé, c'est beaucoup plus souple que le secteur public, parce que le public répond à des procédures, à des audits, à plein de tracasseries, sauf si par bonheur ils ont un problème pressant, ils doivent trouver une solution urgemment et tout ça. Là, ils peuvent un petit peu sauter le pas et dire voilà, c'est celui-là. Sinon, il faut passer par des marchés publics, ouverture d'un marché, appel d'offres national, international, ce genre de choses. Ça met des mois et on vous met en concurrence avec des gens qui ne sont pas de votre niveau, de votre poids, si vous voulez. Et donc, on dira toujours, bon, celui-là, il a plus de poids. Une entreprise publique ou une administration fera tout de suite le choix. On ne peut pas prendre de risques avec un jeune, une start-up. On va prendre celui-là, il a 20 ans d'expérience, il fait un chiffre d'affaires, etc. On a déjà travaillé avec lui. Un entrepreneur privé peut être tenté. Il faut juste le séduire, il faut le toucher directement, bien entendu, comme je le fais. Il faut toucher celui qui décide. Le decision maker, c'est maintenant, si vous passez par les services, ça peut être dénaturé. L'idée, elle n'arrivera pas, peut-être pas en temps, peut-être pas en qualité. Donc, le décisionnaire, à la fin, il dira, c'est pas ce que je voulais. Alors que c'est en fait, c'est ce qu'il voulait. Donc, c'est toujours une question de relation, c'est toujours une question il faut arriver au point, il faut cibler celui qu'on veut toucher et tout faire pour y aller, soit seul, soit en étant accompagné par un coach, un incubateur, un accélérateur, un mentor, une connaissance, un cousin, un ami, ce genre de choses. Donc, c'est un peu ça. Le secret du business, il ne faut pas non plus aller chercher dans les procédures et autres. Il y a beaucoup, beaucoup de connaissances de relationnel de mon cousin, de mon ami, de quelqu'un avec qui j'ai fait mes études, etc. Voilà. Très bien. Mahdi, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Exact. En fait, ce que je voulais dire, que si cette technique d'un start-upper qui se rapproche directement d'une entreprise privée ou publique marchait, on le saurait. Aujourd'hui, c'est quelque chose quasiment en fait du miracle quand ça marche. Nous, dans notre expérience, ce qu'on a constaté, c'est que voilà, en fait, même que quand on est dans un programme structuré où on a créé un programme avec une entité publique ou une entité privée pour faire de l'open innovation en des startups et des corporates, c'est difficile et des fois ça ne marche pas. Sachant que ces programmes sont conçus avec le top management, c'est-à-dire le numéro 1 de l'entreprise, publique ou privée. Mais dans le process d'exécution, il y a toujours en fait des barrières qu'il faut surmonter. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, qui prend du temps, mais qui est possible quand c'est structuré. Et donc, ces contrats qu'on a réussi à obtenir à des startups ont été faits dans le cadre de programmes dans lesquels on a mobilisé le top management, on a été sponsor. Moi-même, j'ai refusé de lancer des programmes si je ne rencontrais pas le CEO de la boîte. C'est-à-dire que quand je le regarde dans les yeux dans les yeux et je lui dis, écoute, voilà, monsieur le directeur général, je sais qu'à un certain moment, ça va bloquer. Mais est-ce que tu m'autorises à me donner ton numéro de portable et t'appeler pour débloquer la situation? S'il me dit oui, on continue. S'il me dit non, je lui dis, monsieur, je suis désolé, ça ne marchera jamais. Et je n'ai pas envie d'embarquer avec moi des startups dans un faux rêve. Et je n'ai pas envie de faire du marketing pour vous. Voilà. Très intéressant.
C'est aussi Très basique que ça. intéressant et très intéressant. Et ça, c'est un point que je note et on y reviendra justement quand on va parler des défis vraiment à relever et de la meilleure façon justement de les relever. Ça donnera aussi des pistes de réflexion. Je vois que Yahya, tu voudrais intervenir à ce sujet justement. Naoufel également ensuite. Oui, donc moi je suis entièrement d'accord avec Mehdi. J'irais même un peu plus loin. C'est-à-dire, nous, on a plusieurs requêtes de grands groupes qui viennent nous dire est-ce que soit vous voulez nous aider à organiser comme une compétition ou genre de truc, ou est-ce que vous voulez participer à un jury où on donnera des prix à chacun des start-upers. Et des fois, en fait, c'est un peu la même chose que Mehdi, où on regarde les decision makers et on leur dit, honnêtement, non. Je suis prêt à participer et à vous aider et à vous donner de mon temps si vous changez un peu le modèle et au lieu de donner des prix en carton qui viennent de votre budget marketing, que vous vous engagez à ce que vos business units investissent de l'argent dans des contrats de service. Ça vient de votre core budget au lieu que ça vienne de votre budget marketing ou branding ou PR. Et ça fait, en fait, c'est de l'argent quand même qui sort de la boîte, mais le fait que ça sort de différentes poches, ça fait toute la différence parce que ce n'est plus la personne qui gère le marketing, voilà, qui fait ses calculs et dit bon, voilà, moi je peux dépenser tant pour avoir cette visibilité-là. C'est vraiment les business units qui doivent vraiment réfléchir pour voir comment est-ce que l'argent qu'ils ont pour leur business peut aller vers les startups. Et c'est un mindset, ça fait 3 ans qu'on essaie de travailler sur ça en Tunisie et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je sais que Mehdi, tu as beaucoup travaillé au Maroc et que vous avez une longueur d'avance sur nous, sur ce genre de trucs-là. Mais ce n'est pas une décision et ce n'est pas une conversation facile à avoir avec les decision makers des grands groupes, en tout cas. Alors, c'est très, très intéressant. Puis en plus, ça s'imbrique bien. Je voudrais donner la parole à Naoufel justement sur cet aspect, voir comment vous, à votre niveau chez Siemens, vous avez, quelle est votre perception justement sur Ben, je ça. voulais rebondir à ce que disait Kamel. Je trouve vraiment que le point relationnel start-up entreprise qui doit être via un incubateur, et Mehdi le disait tout à l'heure, c'est un point essentiel. Et un événement comme celui-ci, pour moi, c'est le paradis pour une start-up parce qu'il peut faire des networks, il peut récupérer des cartes de visite, il peut garder mon contact, par exemple, ou le contact de quelques entreprises prêtes à investir. Le point essentiel, c'est de ne pas perdre le contact. Moi, je vois par exemple, je suis plus en contact avec Adel Amalou. Il m'appelle au moins une fois par mois, ne serait-ce que pour dire bonjour, comment ça va, est-ce que le business fonctionne bien chez Siemens. Et le fait qu'il m'appelle, je sors mon nez du guidon parce qu'il faut savoir que ce n'est pas forcément que des entreprises comme Siemens ou des groupes comme ça ne pensent pas à certaines transformations digitales et ne pensent pas à aller vers une start-up pour faire une solution pour eux. C'est qu'ils sont tellement dans leur business que parfois, c'est compliqué de prendre le temps de s'asseoir et de se dire, OK, je vais appeler IncubeMe et ils vont proposer une startup qui va me faire une solution qui va coûter beaucoup moins cher que si on le faisait en interne ou que si je continuais à fonctionner de la même façon, je vais avoir un retour d'investissement très important. Donc, euh, si je peux donner un conseil dans ce sens, c'est de prendre les bons contacts et de ne pas avoir honte ou de ne pas avoir peur d'aller, je dirais pas de harceler, mais je pense que ce serait le mot, parce que Oser, en tout cas, il faut oser. exactement, il faut oser. Peut-être que la Miss, tu as utilisé le meilleur mot, d'importuner, d'aller de l'avant, de proposer. Et les entreprises sont demandeuses, c'est sûr, surtout actuellement, dans le moment actuel. Et il faut garder les contacts. Et le point de Mehdi, il est super intéressant. Le fait ou de Yahya, je ne sais plus, le fait de changer le mindset entre budget d'investissement ou bien budget marketing,
plutôt s'orienter vers un budget opérationnel, c'est super intéressant parce que c'est en fait compte c'est poche droite, poche gauche, comme on dit dans le jargon de l'entreprise, mais ça change tout parce que je vois moi, par exemple, dans mon entreprise, on a toujours un budget assez limité en marketing parce que c'est compliqué de voir tout de suite le retour d'investissement. Par contre, en budget opérationnel, on n'a pas forcément de limite quand on sait que c'est ce qu'on appelle des cost of sales d'un revenu qui va venir. Donc, le changement de ce mindset, et je remercie d'avoir mis l'accent sur ce point, il est super intéressant et il faudrait beaucoup plus aller dans ce sens. Comme je le disais en introduction, on est dans un monde financier maintenant et c'est ces différentes cases où on se place qui vont faire que le projet puisse aboutir ou pas du tout. Merci beaucoup, Naoufel, pour ces précisions. Juste avant je vais donner la parole ensuite à Habib. Juste un petit instant, Naoufel, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu rejoins justement nos amis panélistes, Kamel, Mahdi et Yahya, concernant justement le soutien ou en tout cas la liaison aussi directe et avec le CEO, le DG, le PDG, etc. Et le fait d'avoir véritablement un soutien de leur part, est-ce que ça change considérablement la donne? Tu l'as perçu toi au niveau de Siemens? Effectivement. Bon, je dirais pas forcément que ça doit être le PDG. Là, je suis pas forcément d'accord parce que ça va dépendre disons, de l'implication du PDG dans l'entreprise. Je vois le nôtre dans notre entreprise, il est super impliqué. Il va savoir tout ce qui se passe, je dirais, du rez-de-chaussée au dernier étage pour illustrer ça. Mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Moi, je le vois. Il y a certaines boîtes où je connais très bien le PDG. On s'assoit ensemble, on peut prendre des cafés et discuter de toute la stratégie de leur entreprise, mais ce n'est pas forcément le réel décideur dans l'entreprise. Il faut savoir, comme le disait tout à l'heure Kamel, ce n'est pas écrit dans un livre, il faut vraiment investiguer et essayer de pénétrer le client dans le sens où on doit connaître les influenceurs. Et ces influenceurs peuvent être à toute échelle, du C-level jusqu'au niveau maintenance, où il y a certaines boîtes que je connais, où il y a un maintenancier, il est tellement dans son boulot et tellement rentre dedans dans l'entreprise que si on le gagne, s'il est dans la poche, eh ben, on sait que le PDG, il va signer, ça c'est sûr, ça c'est certain. Donc, ce n'est pas forcément le PDG, peut-être que c'est une image qui a été donnée. Ça aide, ça c'est clair, mais l'essentiel, c'est l'influenceur. Détecter un point dans l'entreprise. Ça peut parfois être, par exemple, un conseiller. Ça peut ou être un un conseiller très rapproché par exemple, du PDG. voilà, ou un directeur de division qui va être, on l'appelle chez nous dans le domaine du sales, l'ambassadeur de l'entreprise chez le client. Donc cet ambassadeur, il faut le détecter. Il y en a toujours un dans une entreprise. Très bien, c'est très intéressant, Naoufel. Merci beaucoup pour ces précisions. Kamel, je crois que tu vas ajouter quelque chose. Après, je donnerai la parole. Oui, juste rapidement, sur ce point très précisément. Est-ce que tu te rappelles que dans notre relation avec Siemens, le PDG, donc monsieur, pour ne pas le nommer, et a été impliqué au premier plan. Je me rappelle, on a fait connaissance, lui et moi, à l'hôtel Al Jazeera à l'occasion du livrable donc, de Oxford Business 2019, c'est ça, Oxford Business Group, ouais, de 2019. Et lui, quand j'avais pris la parole à cette époque, et lui est venu me trouver après que j'ai fini. Il m'a dit ce que vous faites est très intéressant. Est-ce qu'on peut se connaître? Je lui ai dit, mais monsieur, qui vous êtes? On ne se connaît pas déjà. Il m'a dit, je suis le PDG de CMS. Et je vous assure que comme ça, tout est parti de ça. Je l'ai invité, il est venu d'ailleurs avec Naoufel et l'équipe. Il nous a invités aussi, nous avons fait connaissance. Et c'est comme ça que un de nos gars lui a proposé donc une solution. Et Naoufel, c'est pour ne pas le nommer aussi, et je le remercie encore aujourd'hui, et je pense que lui aussi pourrait me remercier, puisque tout le monde est content de cette relation.
Et voilà, bon, là, c'est assez exceptionnel comme niveau d'implication d'un CEO, mais je rejoins parfaitement ce que disait Naufel. Il faut trouver le gars. Donc, c'est un peu mon message, encore une fois, à Jihad. Trouve le gars, c'est celui qui sera voilà, l'ambassadeur, le conseiller, le consultant ou le directeur qui fera la promotion de l'idée du projet. Voilà. Merci beaucoup, Kamel, pour cette précision. Naufel, tu voulais dire non? Donc, Non, c'est bon. très bien. Alors, je vais donner la parole à Habib et je reprécise, Habib, tu es là. Je précise qu'on a des porteurs de projets, des startups avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, à poser des questions aux panélistes. Ils sont là vraiment pour vous répondre à votre disposition. Habib, bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Très bien, d'accord. Moi, je suis le CLO de la société, enfin la startup iCompass. Donc, je suis le responsable juridique administratif de la startup. J'ai bien apprécié la qualité de vos interventions respectives. Je vais toutefois poser une question beaucoup plus centrée sur l'aspect contractuel de la question. Et j'aimerais savoir, selon vous et vos retours d'expérience respectifs, quels sont les aspects contractuels auxquels il faut vraiment prêter le plus attention lors d'un dialogue avec les grands groupes. Les startups, généralement, c'est des petites structures qui, dès lors qu'elles font leur coming out sur le marché, peuvent se trouver confrontées à un dilemme, à savoir celui de vouloir négocier et conclure rapidement avec un client potentiel. Il en va parfois de la survie de la startup, comme vous le savez. Et d'autre part, de ne pas passer outre des détails juridiques qui peuvent, à terme, éventuellement, torpiller la petite structure qui est celle d'une startup. Je songe notamment à l'épineuse question ou bien la problématique de l'IP à titre d'exemple. Si je dois poser la question différemment et pour aller beaucoup plus rapidement, selon vous et vos retours d'expérience, quelle est la meilleure stratégie ou bien posture adoptée par une start-up face à un grand groupe à l'aube d'une collaboration en construction, aussi bien au niveau national qu'international? Je vous remercie. Habib, merci beaucoup pour cette excellente question qui nous fait en plus entrer vraiment dans le cœur du sujet. Je vois que Kamel a activé son micro. Donc Kamel, je te laisse répondre. En plus, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est avocat et qui maîtrise parfaitement les aspects juridiques. Donc Kamel, je te laisse la parole. Je pense que c'est une question qui était toute bienvenue. Destinée directement et qui rentre exactement dans le sujet donc, de ce panel. Déjà, le conseil que je donne donc à Anis, non, c'est pas Anis. Habib. Hein? À Habib, pardon, Habib. Oui. Déjà ne va pas dans un contrat en étant une start-up. Tu es peut-être ingénieur, tu es peut-être formation commerce et tout. Il faut absolument se faire aider, assister par un juriste. Pas n'importe quel juriste, un avocat de préférence. Parce que, oui. Juste pour recadrer un tout petit peu, je suis le représentant juridique de la startup iCompass. Je suis aussi docteur en droit et j'ai été recruté à l'occasion spécialement pour ces questions-là. Donc, je suis docteur en droit international privé au niveau théorique, ça va. J'ai enseigné le droit. Oui. Je pense que ça a légèrement. À Lyon, mais en revanche, pour passer de la théorie à la pratique, ça c'est deux mondes différents. Je m'entends. Je pense que là, vraiment, le retour d'expérience, c'est vraiment lié justement plutôt aux petits pièges qui peuvent être courants, les petits pièges à éviter dans lesquels il faudrait ne pas tomber en fait. Moi, je dis pourquoi je réponds aisément à cette question. Moi aussi, j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études de criminologie, j'ai été avocat pendant très longtemps et avocat d'entreprise. Encore maintenant, je suis consultant auprès d'entreprises, donc je les conseille. Et j'ai fait aussi une carrière d'entrepreneur. Donc, je peux te dire que j'ai fait un bout de chemin sur les contrats, donc les contrats commerciaux notamment, ou les contrats logistiques ou autres, que ce soit en local ou en international. La lecture d'un contrat doit se faire
rédaction, la lecture ou la rédaction. Ça dépend. Si on te donne le contrat à signer ou si on te demande de confectionner le contrat. Donc, dans les deux cas, l'approche peut être différente. Donc, si en général les grands groupes te donnent un contrat, donc qui est déjà fait, avec qui ils ont traité, tout ça, qui a été étudié, travaillé, tout ça, qui est le plus souvent tourné vers un protectionnisme un petit peu souvent. Moi, je dis c'est un contrat à sens unique. Donc, vous avez tout et moi, je n'ai qu'à signer. Il faut toujours éviter ça. Il faut le lire vous-même, donc vous avez des compétences, bien entendu, mais il faut le faire lire par une personne qui n'est pas dans le contrat, qui est extérieure au contrat, qui va le lire à tête reposée, qui va le lire à charge et à décharge, et qui donnera de manière objective une lecture des intérêts des uns et des autres, et bien entendu, puisque c'est vous qui l'a sollicité, de où sont vos intérêts. Je fais ça assez souvent, et je vous assure que les gens qui, malgré tout, avec un service juridique, ou avec un jury, ou avec une formation, un background, une expérience, passent souvent à côté de choses qui, plus tard, leur seront reprochées. On va leur dire, mais attendez, c'était dans le contrat. C'était entre la deuxième et la troisième ligne, le dernier mot. Regardez, on a bien dit ne. Mince, ne est passé. Et le NE, là, la négation, peut avoir des répercussions qui sont importantes, pour ne pas dire peut-être dramatiques, ou qui feraient basculer le fonctionnement ou l'aboutissement du contrat. Donc, moi, c'est ce que je dis. Après, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de signer un contrat. Si vous avez un produit ou un service qui vaut la peine d'être vendu, vous êtes content du deal, donc ce que vous donnez, ce que vous recevez, après, reste la question de combien, comment, dans quel délai, comment je vais être payé, par qui, dans quel délai aussi. Il y a une question qui est aujourd'hui, je voulais l'évoquer, je vais pas trop prendre la parole. Par rapport au thème d'aujourd'hui. Au thème d'aujourd'hui, donc les contrats et comment on va vivre avec la relation contractuelle avec notre partenaire ou notre co-contractant compte tenu de la situation du Covid. Il faut savoir que la situation du Covid, elle est venue et couper les contrats, donc les amputer de 3 mois. Donc, si vous deviez livrer le 30 mars et vous n'avez pas livré, votre client pourra vous dire, bon, vous êtes en rupture de contrat. Et vous allez dire quoi? Vous allez regarder votre contrat et vous allez voir une disposition qui s'appelle cas de force majeure. Souvent, on se dit, cas de force majeure, on le rajoute pas, ça ne change rien. Mais aujourd'hui, des millions de contrats sont revus et des millions de situations d'exécution de cas de force majeure. Les États eux-mêmes invoquent le cas de force majeure pour repousser les échéances de paiement de crédit, donc les traites de crédit, les impôts, la sécurité sociale, les visas sont prolongés, les titres de séjour sont prolongés. Tout ça, c'est parce qu'il y a une disposition légale et que nul n'est censé ignorer. Et c'est pour ça que nous, toujours, on insère, même souvent, on dit, mais ça m'a le cas de force majeure, s'il y a un tremblement de terre ou des inondations, et personne n'a pensé à une pandémie. Aujourd'hui, la pandémie, elle se pose, elle s'impose, et nous, en tant que juristes, nous devons essayer de défendre l'intérêt de nos clients. Maintenant, si vous n'avez pas eu l'idée de mettre cette disposition, bien sûr, vous pouvez avoir recours, si vous devez aller devant un juge, et dire, voilà, monsieur le juge, même si ce n'est pas dans le contrat, mais vous savez que nous avons vécu, comme tout le monde, une situation exceptionnelle, donc je voudrais bénéficier de cette situation exceptionnelle. Donc, un petit peu, ça c'est juste un point. Donc, présenter un contrat, lire un contrat, vous faire assister et vous vous aider à défendre dans les petites interlignes et penser à insérer sur un contrat qu'on vous remet, pensez à insérer des dispositions qui n'ont pas été prises en compte, mais qui peuvent vous être salutaires. Et donc, si votre produit intéresse, il vous dira, OK, Manish, on va mettre cette disposition parce que nous, ça ne nous dérange pas et parce que ça rend le contrat plus coûteux et que vous tenez à ce que ce change. Donc, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Ouais. Merci, Kamel. Pour répondre, pour rebondir sur ça, donc en fait, l'élément déjà clé à garder
en amont, lorsqu'on rédige le contrat ou alors qu'on le reçoit de la part du client ou du partenaire, c'est déjà ton premier conseil de le faire lire à une personne extérieure qui puisse justement avoir un regard, apporter un regard plus objectif. Mais peut-être aussi qu'il y a les aspects liés au délai. Souvent, justement, quand on parle de relations entre une start-up et un grand groupe, la question des délais aussi peut se poser. Et je ne sais pas de quelle manière est-ce qu'elle peut être abordée ou en tout cas amenée dans le contrat de façon aussi à protéger la start-up qui a certes une capacité à être très réactive, qui est plus flexible qu'une entreprise classique, mais qui, ceci étant, n'a pas l'expérience finalement des entreprises dites classiques. Et donc, du coup, la question des délais peut parfois aussi se poser. Naoufel, je vois que tu as activé ton micro. Est-ce que tu veux rebondir sur cet aspect justement lié C'est un aspect non négligeable de la relation parce que Mhm. c'est ce qui va cadrer toute La relation. voilà, entre la start-up et l'entreprise. Je dis toujours en négociant nos contrats que le premier point, c'est un point de confiance entre les deux signataires, les deux parties. Mais il faut toujours rédiger un contrat parce que les deux négociateurs peuvent ne pas se retrouver pendant la réalisation du projet. Donc, si les deux qui sont sur la table, qui sont en train de signer, s'accordent, ont une confiance mutuelle, ce n'est pas forcément ces deux-là qui vont se rencontrer et qui vont être les chefs de projet. Donc, c'est important de cadrer ça et de laisser quelque chose à des chefs de projet qui vont se confronter pendant la réalisation. Et là, si je peux donner un conseil, c'est de traiter 3 thèmes dans les contrats. Donc, le premier thème, c'est le thème technique. Il faut toujours bien cadrer le thème technique, tout ce qui est quantitatif, tout ce qui est livrable, il faut très très bien le mentionner dans un contrat parce que ça peut prêter à confusion. Le client peut comprendre quelque chose et le fournisseur la start-up va comprendre autre chose et les deux croient que c'est bien clair, mais une fois que c'est écrit sur papier, là, il n'y a plus d'amalgame possible. Donc, il faut bien limiter l'aspect technique. Et là, je compte sur l'intervenant que il peut vraiment cadrer ce point. Le deuxième point qui est très important, c'est l'aspect commercial. Donc, vous parliez tout à l'heure de délai, vous parliez de modalités de paiement, on parlait aussi de garantie. Tout ça doit être mentionné dans un contrat et très bien mentionné, c'est-à-dire il faut limiter toujours. Donc, il y a toujours ce mot de limitation qui doit intervenir dans ce contrat. La garantie doit être limitée. On ne dit pas juste 12 mois de garantie. 12 mois de garantie, à partir de quand? Et ça se termine quand si jamais je n'arrive pas à livrer ou je n'arrive pas à faire fonctionner ou les bureaux sont fermés et la start-up ne peut pas intervenir sur place. Quand est-ce que se termine la garantie? Il faut toujours le limiter. Le troisième point, c'est l'aspect juridique dont parlait Kamel tout à l'heure. Il faut que ça soit revu par un juriste ou quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience dans le domaine et qui s'est habitué à ce genre de choses. C'est toujours le point de limitation. Le premier point dont je vais parler, c'est limitation de responsabilité. C'est aussi super important. Ne signez jamais un contrat où il n'y a pas de limitation de responsabilité parce que ça peut engendrer des pertes énormes. Un client peut, s'il se retourne contre l'entreprise, il peut lui demander de payer des frais, par exemple, de perte de production ou perte de profit si jamais le logiciel ou l'installation n'a pas fonctionné ou si jamais, à cause de cette intervention, il y a eu non-production et il peut se retourner vers la start-up. Donc, il faut toujours aussi limiter la responsabilité et je parle de ce point, mais il y a aussi d'autres points légaux qu'il faut limiter dans un contrat. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, Naoufel.
Est-ce que, juste, on pourrait… Mahdi, je vois que tu as activé ton micro. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cet aspect? Oui, tout à fait. Je pense que la gestion contractuelle entre un grand groupe et start-up doit se faire de manière très spécifique. On ne peut pas utiliser les contrats classiques pour collaborer avec une start-up. Et dans un écosystème, il faut donner un précédent qui doit être bien fait. Je vais rappeler un petit peu ce qu'on a fait au Maroc. Dans un premier programme d'Open Innovation qu'on a fait en janvier 2017, cette question s'est posée et essentiellement en fait sur la partie protection, on va dire, de l'IP. Est-ce que l'IP appartient à la société? Est-ce qu'elle appartient à la startup? Ou est-ce qu'elle appartient aux deux? Et donc, on s'est retrouvé dans ce contexte-là. Et là, en fait, il a fallu taper fort sur la table, comme si on jouait au poker. Et donc, je me suis retrouvé devant un directeur de banque et ses collaborateurs, et tout le monde a dit non, non, mais bien sûr, l'IP appartient à la banque. Et j'ai regardé le directeur de la banque dans les yeux, j'ai dit, monsieur le directeur général, c'est pas possible. Tout simplement pas possible, parce que si la startup vous donne l'IP, demain, elle ne peut pas revendre ça, et donc ça devient une société de service, alors que, rappelez-vous, on a créé ce programme pour aider la startup. Vous allez avoir un produit innovant, mais vous n'avez pas besoin de l'IP, et elle doit se développer dans le temps. Et puis, il s'est tué pendant une minute, il a dit, finalement, Mehdi, tu as raison. Si on veut se protéger, ben, on n'a qu'à faire, on va dire, prendre des parts dans cette startup. Et ça a donné en fait on va dire un précédent dans notre écosystème. Et à chaque fois qu'on se retrouvait devant cette situation, on a dit, oh oui, mais monsieur le directeur général de telle banque, il a fait comme ça, donc il n'y a pas de raison que vous faites autrement. Et finalement, voilà, c'est comme ça que tous les contrats startup corporate se font aujourd'hui au Maroc. Et on est même allé à créer une template. On a regroupé plusieurs grands groupes. Donc, il y avait l'OCP, il y avait Attijari, il y avait la Royal Air Maroc, il y avait plein de grands groupes. Et on a créé en fait un template de contrats de collaboration de start-up et grands groupes, et dans lequel l'IP appartient à la start-up. Et c'est comme ça qu'elle peut se protéger et que peut se développer. Bien évidemment, il y a aussi d'autres clauses très, très importantes qui permet de limiter la responsabilité de la startup, qui permet de lui permettre tout simplement d'avoir une avance parce qu'elle ne peut pas travailler sans avance. Et tout ça, c'est ça en fait des clauses, je dirais, particulières qui ont été adaptées à la startup, qui lui permet en fait tout simplement de délivrer, on va dire, l'innovation qu'on lui demande dans les bonnes conditions. Autrement, elle ne va pas y arriver, autrement, ça ne va pas être win-win et autrement, ça ne va pas marcher. C'est très, très intéressant ce que tu viens de nous apporter justement comme éclaircissement, Mehdi. Je pense vraiment là aux jeunes qui sont en train d'écouter et c'est important de bien comprendre que partir sur un contrat type que deux entreprises de grands groupes peuvent conclure entre eux et le dupliquer dans un rapport start-up grand groupe, c'est déjà complètement faussé et c'est biaisé. C'est bien ce que tu voulais dire. Et donc, c'est assez intéressant ce que vous avez fait justement, le template que vous avez pu préparer justement pour les startups. Je crois que ça pourrait probablement intéresser Habib et peut-être d'autres personnes. Je ne sais pas si Habib écoute toujours, mais en tout cas, vraiment, merci pour ces précisions. Alors, il y a Yacine qui voulait… Ouais, alors Habib nous répond que oui, il écoute et que ça l'intéresse, je crois. Donc, merci Mahdi. Il y a Yacine Hafian qui voudrait prendre la parole. Yacine, est-ce que tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous Bonjour pouvez bien Yacine, m'entendre? on t'entend très bien. On te laisse te présenter rapidement. Très bien. Ouais. Merci, Lanis. Bien, Yacine Hafian, je suis le fondateur de l'Analytics Business Consulting, donc une startup algérienne qui est spécialisée en data science. De par mon background personnel, c'est-à-dire qui est plus issu des études marketing, donc notre premier produit se positionne clairement comme étant un SaaS composé de plusieurs solutions qui ont vocation à transformer la fonction marketing des entreprises en data-driven. Et toutefois, nous avons l'ambition, étant donné que la data est transversale à l'ensemble des fonctions d'entreprise, nous avons l'ambition de développer d'autres solutions dédiées à d'autres
besoins de l'entreprise. Voilà, ça c'est pour la startup. Merci beaucoup pour vos interventions fort intéressantes, d'accord. Et du coup, moi, j'aurais trois questions, enfin, 3 points à soulever. Donc, le premier, justement, c'est celui que vient d'aborder monsieur Mehdi Alaoui, concernant justement la clause contractuelle qui pourrait porter sur l'avance. Et je me demande, par rapport à ce point précis, est-ce que ça n'est pas justement, bien que ce soit important pour la survie de la startup, est-ce que ça n'est pas un point freinant vis-à-vis de la relation, on va dire, de la relation entre la startup et la grande entreprise, étant donné que beaucoup de grandes entreprises, quand elles signent avec des startups, elles ne sont pas forcément dans une logique de tiens, là, on va soutenir l'écosystème des startups, mais plutôt dans une logique de tiens, je vais avoir une solution technologique importante que je vais intégrer dans mon système d'information à on va dire 20% des prix de marché actuels, que si on aurait fait appel à une entreprise qui IT ou de data science implantée, multinationale, avec des filiales. C'est le premier point, donc j'aimerais avoir votre retour sur cette question. Le deuxième point, bon, c'est un retour d'expérience sympa. J'ai eu une fois dans un meet-up de data science qu'on a tenu ici, il y avait un manager de chez le leader des opérateurs téléphoniques en Algérie, responsable en manager data science. On discutait comme ça. Et après, bon, moi je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai dit, je suis en train de développer des solutions, etc. Alors, il m'a dit, bon, c'est intéressant, machin. Après, je lui ai dit, bon, est-ce qu'on tente une approche moi, étant donné que je connais bien votre business, dans mon expérience passée, etc., ce serait bien d'essayer de tenter quelque chose. Et là, il m'a dit, il m'a fait une réflexion qui m'a marqué. Et j'aimerais avoir votre retour là-dessus et comment réagir face à ce genre de situation. Il m'a dit, bon, là, par contre, il y a Oracle, il y a SAP et d'autres, on va dire, prestataires d'ordre international, d'accord, qui font aussi dans la data analytics, qui sont en train de faire la chaîne, la queue. Donc, avec leur POC, proof of concept, etc. Donc, face à ce genre de situation, comment peut-on réagir? Le troisième point que j'aimerais aborder, si vous permettez, c'est le positionnement de l'offre. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de produits, or que nous, dans notre offre, nous avons aussi des services à offrir. Quand je dis des services, c'est toujours dans le cadre de la data science, appliquée en marketing, à la vente, et qui pourrait être de très forte valeur ajoutée à des groupes internationaux qui sont implantés ici, et que les cabinets de consulting n'offrent pas aujourd'hui en tant que service. D'accord. Ça reste un service, ça n'est pas un produit pour dire tiens, on vous génère des logins pour tester la solution. Comment peut-on se positionner auprès d'une grande entreprise, d'un grand compte, quand on est start-up et qu'on a des services aussi à proposer, pas que des produits. Voilà pour ma part. Donc, je vous remercie infiniment et je suis à l'écoute de vos propos. Merci à toi, Yacine. Ça fait beaucoup de questions, dis donc. Mahdi, je pense qu'il va aussi après laisser probablement ses collègues répondre. Alors, Mahdi, donc, est-ce que tu peux répondre aux questions de Yacine? Bon, je vais en répondre à une des questions, comme ça on partage la parole. Voilà, vous partagez les tâches. Voilà. Non, mais je pense que, voilà, en fait, ce qui est vraiment important dans une relation startup corporate, c'est de ne pas y aller tout seul. Et ça, c'est là où il y a le rôle, justement, en fait, des hubs d'innovation, des structures d'accompagnement, incubateurs, accélérateurs. Parce que nous, en fait, on se place comme un tiers de confiance. Et ce qu'on cherche, c'est créer un modèle win-win. Donc, à partir du moment où, en fait, on est au milieu et on ne favorise ni la startup ni le grand groupe, on peut avoir un discours qui est franc avec la startup et avec le grand groupe. Donc, quand il s'agit de propriété intellectuelle, c'est juste impossible que la startup la cède au grand groupe parce que à partir du moment où c'est fait, elle est morte. Il n'y a pas d'avenir pour la startup. Donc, est-ce qu'on veut construire des startups one shot, des francs contrats qui disparaissent,
ou bien la startup va devenir salarié de la corporate. Non, c'est pas ça la définition de la startup. Donc, sur ce point-là, on est vraiment intransigeant et on l'explique de manière très simple, de manière très posée aux dirigeants et ils l'acceptent. Et s'ils veulent aller plus loin, ben, il y a d'autres options. Ils peuvent prendre une participation dans la startup, comme ça, ils vont l'alloquer. Mais là, c'est d'autres conditions, c'est une autre négociation et c'est toujours du win-win. C'est super important. Donc voilà, je vais peut-être me permettre de m'arrêter là et répondre à cette question à ce niveau-là. Et certainement, je voudrais partager avec vous un peu plus tard dans le peut-être prochain tour de table 5, je dirais, apprentissages qu'on a eu de ce programme d'Open Innovation qui permet de réussir cette collaboration. Très bien. Mehdi, merci beaucoup. En conversation, je vois que déjà ton template là, ça a fait il y a des fans derrière qui attendent. Tu vas être très sollicité. Yahya, est-ce que tu souhaites répondre donc à l'une ou à l'autre des questions, Oui, sachant alors qu'il y avait effectivement le positionnement offre, produits et services, enfin le distinguo. Voilà, donc malheureusement, je n'ai pas pu entendre les 2 premières questions, mais en fait, la question donc la troisième. Voilà, sur l'offre du service comparé à un produit, elle est assez intéressante et tu as absolument raison. Tu as absolument raison que c'est un peu compliqué. Donc, je rejoins Mehdi, bien sûr, parce que, de rejoindre une structure d'innovation de hub qui peut t'aider qui peut t'ouvrir les portes beaucoup plus facilement que si tu allais tout seul. Mais il y a aussi une autre solution, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit d'ailleurs, les cabinets de conseil n'offrent pas ton service. Donc là, je vois qu'il y a une très grande opportunité où tu peux aller directement vers les cabinets de conseil au lieu d'aller vers les clients finaux. Bien sûr, il va devoir y avoir un genre de partage de revenus d'une certaine façon, mais ils pourront, s'ils voient la valeur ajoutée de ton produit et qu'ils sont en contact non seulement avec un client, mais avec des centaines de clients, ils pourraient t'ouvrir un très grand portfolio très, très rapidement. Donc, c'est un peu, si ton optique, c'est vraiment d'avancer rapidement et d'avoir le plus de clients possible, disons, under your belt, aller vers les grands cabinets, donc les Big Four, EY, Deloitte, etc., dans ce genre de trucs-là, et les convaincre que ton produit, c'est un produit qu'eux, ils pourront vendre à leurs clients et que vous faites un cost share, ça pourrait être très intéressant pour toi aussi. Très bien, merci beaucoup Yahya pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un… Oui, Kamel? Moi, le conseil que je vais donner à Yacine, il est direct. Il me connaît et je fonctionne comme ça. EY co-organise cet événement. Si tu as quelque chose à leur vendre, fais ce qu'avait dit Naufel tout à l'heure. Prends le contact et vas-y, jump on. Voilà le conseil que je peux te donner. Si tu as des services que tu pourrais vendre à EY. D'accord, clair et précis. Et direct. Merci de vos réponses, c'est direct. Voilà, merci. Et alors, donc, je crois qu'il reste la première question, c'est ça? Laquelle, il me semble, à laquelle nous n'avons pas répondu. En fait, il y avait la question de la réflexion du manager donc data science chez un opérateur téléphonique qui m'a dit il y a des grandes multinationales de tech qui font la chaîne. D'accord. Quand je lui dis je suis en train de développer des solutions en data science. Voilà. Donc, j'aimerais juste avoir votre retour sur comment on peut procéder face à ce genre de situation. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre justement à rebondir sur cette remarque qui lui a été faite à l'occasion d'un… Oui, moi je voudrais bien dire, juste 2 mots. Il ne faut absolument pas tenir compte de ce genre de réflexion. Ça vient de la part de quelqu'un qui n'a aucune connaissance, aucune formation, aucune information, et demain, il se rendra compte, ou son patron se rendra compte qu'il n'était pas à la bonne place. Négliger comme ça et répondre surtout de cette manière qui est complètement indigne à un jeune qui se présente ayant des compétences et des connaissances et un produit à vendre, c'est juste, comme dire en anglais, insane. C'est tout. Donc, ne pas tenir compte de ça. Et mieux encore, s'armer et faire de son mieux pour passer outre un gars comme ça et aller voir directement son patron. Voilà. Après, heureusement, j'ose espérer, en tout cas, je ne sais pas si les start-upers sont là, ils m'écoutent, mais j'ose espérer que ça reste quand même des réponses un peu marginales. En règle générale, les gens sont quand même relativement bienveillants, même quand ils ne comprennent pas forcément les solutions, enfin la valeur ajoutée des solutions ou des services que vous pouvez leur offrir.
en règle générale, je crois qu'il y a quand même une certaine bienveillance à l'égard des jeunes porteurs de projets. Naoufel, je vois que tu Oui, souhaites oui. rebondir dessus. Ben justement, par rapport à ce que vous dites, je trouve que c'est pertinent ce que dit Yacine. C'est pas si évident que ça dans une boîte. Et je le vis hein, moi-même dans une entreprise technologique. C'est qu'on a toujours quelqu'un dans la boîte qui va dire je préférerais avoir une entreprise connue, je préférerais avoir un grand groupe, je préférerais avoir Oracle, comme le disait tout à l'heure Yacine. Mais il ne faut pas lâcher, comme te conseille Kamel, il ne faut jamais lâcher. Je vois juste Est-ce que avec ça le… traduit, pardon Naoufel, est-ce que selon toi, toi justement qui travailles pour une grande entreprise, est-ce que tu penses qu'il y a quelque part un peu, je dirais, toujours ce gros déficit de confiance à l'égard des startups? On se dit de toute façon, non, ils sont pas à la hauteur, ils seront pas à la hauteur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire en matière de confiance, d'établissement de la confiance. Tu le ressens, toi, à ton niveau ou pas? Enfin, vous l'avez surmonté, ce problème chez vous, chez Siemens. Pas forcément, parce que on n'a pas forcément surmonté. Je vais donner l'expérience qu'on a eue avec IncubeMe, avec une des startups. C'est que on s'était entendu sur 5 modules, par exemple, à réaliser. Et j'ai eu du mal. Je me considère quand même comme l'ambassadeur de cette startup au sein de l'entreprise. Sur les 5 modules, je vais dire que j'ai échoué sur le premier module où on s'était entendu avec la startup qu'on allait travailler dessus et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'en interne, j'ai eu des réticences et quelques personnes qui me disaient ça a été déjà fait chez Siemens End, par exemple, par telle entreprise, ça a bien fonctionné. Pourquoi allons-nous risquer, et en fin de compte, c'est un risque hein, que prend l'entreprise, pourquoi allons-nous risquer d'essayer avec une entreprise en Algérie? Donc, le premier module, ça n'a pas marché, mais on a réussi pour le deuxième module et on a signé un contrat et il est actuellement en cours d'opération. Donc, faut jamais lâcher, il faut continuer, il faut trouver qui peut te supporter dans l'entreprise et finalement, ça peut fonctionner, même si tu auras un premier échec sur un premier projet, tu peux réussir sur le deuxième comme ça a été fait. Il faut juste ne pas lâcher. Mais les réticences sont là et je peux comprendre. Et de toute façon, on entend bien, d'après ce que tu nous dis justement, toi, Naoufel, qu'aucune entreprise n'est homogène. Il y aura toujours des courants divers et variés. Il y aura toujours des soutiens dans telle ou telle, je ne sais pas, une telle business unit ou alors au niveau du marketing. Ou alors, il y aura toujours des soutiens, il y aura toujours des détracteurs. Donc, il faut aussi pouvoir trouver des personnes qui seront là pour nous entendre et nous soutenir. Toujours. Ce n'est pas une science exacte. Oui. Superbe. Jihad nous a écrit en privé, il souhaiterait vous poser une question ou intervenir, je crois. Jihad, à toi la parole. Oui, vous m'écoutez? Oui, on ne te voit pas, mais on t'entend. Ok, très bien. On ne voit pas ton joli nœud papillon. Ok, je vais essayer de… C'est désactivé en fait. D'accord, c'est pas grave, Jihad. On t'écoute. En fait, je reconnais un peu disons les dessous de la question de Yacine, que je salue d'ailleurs. Ma première remarque serait faisant franc, parce qu'on est aussi une data science startup et puis on a un certain positionnement. Ce sera la deuxième remarque ou peut-être un retour d'expérience de notre part. Il faut aussi, il ne faut pas se laisser intimider par des allégations de ce genre. Si vous êtes là avec votre proposition de valeur, c'est que vous avez aussi un positionnement, même par rapport à des grandes multinationales, etc. Donc ça, c'est une première idée. Et puis la deuxième chose, il faut être aussi prêt à répondre à une sorte de remarques pareilles en se disant oui, mais certainement, mais pour avoir Oracle, il va vous falloir au moins un contrat de je ne sais pas combien de millions, et puis le support, il est organisé autrement, et puis notre solution, notre proposition de service est pointue, et je suis sûr, parce que j'ai regardé, ils n'ont pas de choses pareilles. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut préparer aussi votre positionnement par rapport à des dinosaures qui sont très, très lourds à agir, à répondre à des besoins qui sont très pointus et qui peut-être ne seraient pas intéressants pour eux.
in the first place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un, ne te laisse pas intimider, je te permets de te tutoyer. Et puis deux, préparer ton positionnement par rapport à un Oracle, à un Microsoft, à un Amazon, etc. Ce n'est pas pour rien que Google investit dans des data science startups, dans des startups d'intelligence artificielle. C'est parce qu'ils n'ont pas tout. Et ils savent qu'ils n'ont pas tout. Et il faut juste avoir un monde qui pourrait être intéressant même pour des Google de ce monde. Voilà, donc ça serait un peu donc c'est un encouragement que tu portes à ton collègue. Oui. C'est très bien. Mais tu as raison, effectivement, il ne faut pas se laisser en tout cas impressionner par des mastodontes. Il faut rester endurant. Je voudrais juste simplement vous dire, parce que c'est vrai que ça a défilé, c'était un panel extrêmement interactif. Yahya ne va pas tarder à nous quitter et donc j'aimerais juste lui donner la parole. Pareil pour Mahdi, vous nous abandonnez si tôt. Bon. Alors, je voudrais simplement pour conclure leur donner la parole et c'est Yahya, Mahdi, si vous avez, j'aimerais quand même qu'on finisse sur une touche positive. On a parlé des challenges, mais je voudrais quand même qu'on termine sur une touche concrète. Yahya, rapidement, le challenge, en tout cas, auquel toi, tu as dû faire face en matière contractuelle face à un grand groupe, le principal challenge et la façon dont tu as pu le surmonter ou l'une des startups que tu connais a pu le surmonter. Pour donner un exemple type, est-ce que tu as une idée comme ça en tête? Et Mahdi, après, pareil également, je suis sûre que tu as de belles choses à nous raconter et le concret va permettre aussi de donner des idées à ceux qui nous entendent et puis aux autres incubateurs. Absolument. Donc, d'abord, merci beaucoup pour le panel. C'était très intéressant. C'est une très bonne idée aussi d'avoir amené les entrepreneurs parmi nous. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas parlé, mais par exemple, Enova a des contrats avec de très grands groupes aussi. Ça aurait été aussi une bonne opportunité de les entendre. Je ne connais pas tous les autres, mais en tout cas, une très belle sélection. Je voulais dire, je pense que les commentaires d'aujourd'hui, les recommandations sont tous très, très pertinentes. C'est-à-dire du côté contractuel, du côté mindset. Il faut savoir, et ça, je m'adresse aux entrepreneurs, c'est pas facile d'aller parler aux grands groupes. Ça prend beaucoup de temps. Leur business cycle est beaucoup plus long que le vôtre. Donc, ce que je recommanderais, c'est vraiment d'avoir de mettre sur un plan tout un timeline. Un timeline, donc je pense que quelqu'un avait parlé des clients étatiques. Donc, un timeline qui est très, très long sur les clients étatiques. Un timeline qui est moyen terme sur les grands groupes et un timeline qui est beaucoup plus short term pour soit les très petits groupes, soit les clients individuels en B2C si c'est faisable. Parce que la réalité, c'est que ça va vous prendre 6 mois pour clôturer un deal avec un grand groupe, 12 mois avec le gouvernement, et donc vous avez besoin d'argent maintenant. Donc, il faut absolument étaler ça et vraiment avoir une stratégie qui englobe ces trois-là. Il y a eu beaucoup de questions, est-ce que je vais vers celui-là ou je vais vers celui-là? Il faut aller vers les deux. Il faut malheureusement faire du multitasking. Sauf que c'est très important vraiment de bien planifier à l'avance et de savoir quels clients vont revenir vers vous plus rapidement. Je vais donner donc l'exemple d'une de nos startups qui s'appelle WhatNow, qui est un IoT-based device qui mesure la consommation d'énergie. Et donc, il y avait un créneau B2C, ils vendaient vers les maisons, les résidences, et ils avaient un créneau B2B. Bien sûr, l'avantage du B2B, c'est qu'un contrat te donne l'équivalent de 100 contrats de personnes physiques. Sauf que ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, il a su bien étaler les contrats. Il a commencé par le B2C, mais sans oublier les discussions avec les B2B pour qu'il ait un peu de cash flow pour qu'ensuite les contrats B2B arrivent. Et c'est arrivé après, je pense, à 6 à 8 mois. Mais quand c'est arrivé, c'était beaucoup plus simple pour lui. Mais merci encore. Donc, il n'a vraiment pas négligé ni le B2C ni le B2B. Il a travaillé sur les deux aspects en parallèle. Et ça lui a permis justement de pouvoir générer et d'avoir du cash flow. C'est très intéressant. Mahdi, merci beaucoup. Yahya, si tu dois nous quitter, alors dans ce cas, on ne te retient pas plus. On te remercie infiniment. On te dit au revoir. Merci et au plaisir. Et puis, si tu veux partager tes contacts avec les invités, n'hésite pas sur la conversation en chat. Okay. Merci Yahya.
Mehdi, une petite anecdote sur un grand défi, un challenge que tu as eu, auquel tu as dû faire face, ou une startup a dû faire face, et la façon dont tu as pu, ou ils ont pu le surmonter. Merci, je salue Yahya, je te dis à très bientôt. Alors, je voudrais peut-être prendre le temps qui me reste en partageant en fait 5 retours d'expérience par rapport à la réussite de ces programmes. Alors, d'abord, c'est une question de process, c'est-à-dire qu'il faut que le grand groupe ait un process pour gérer l'innovation. S'il n'y a pas un process qui est installé, c'est extrêmement difficile de réussir cette collaboration parce que la startup ne sait pas qui contacter et doit trouver un ambassadeur, mais lequel voilà, donc cette notion est très importante. Deuxième notion, c'est le mindset. Toutes les personnes dans une collaboration, dans une entreprise, ne sont pas prêtes à collaborer avec des startups. Donc, il faut de la culturation. Il faut que ces corporate puissent acculturer leurs collaborateurs. Il y a des formations pour leur ouvrir le prisme du possible. Il y a toujours des gens qui sont, bien sûr, intéressés. Mais il y a beaucoup, beaucoup de sceptiques qui n'y croient pas. Et vous savez, dans une réunion du top management, il suffit qu'un qui dise une phrase négative, boum, ça tout le monde et il emporte tout le truc, quoi. Donc, c'est hyper fragile, quoi. Troisième chose, je vais appeler ça, il faut sécuriser les budgets pour les startups. Une corporate n'accepte pas le fait de dire, en fait, on peut faire un projet qui peut échouer. Ça ne rentre pas forcément dans leur système. Donc, il faut les acculturer par rapport à ça. Il faut que ce soit des budgets d'expérimentation qui disent, voilà, j'ai par exemple dans l'année 10 budgets de 50 000 $. Et pour chaque budget 50 000 $, je vais faire une expérimentation qui peut marcher comme elle peut échouer. Donc, il faut qu'il y ait ces budgets qui soient dédiés et qu'ils acceptent cette notion d'échec. Quatrième chose très importante, et je vais donner un exemple, comme à Euro Disney, on a en fait 2 types de tickets. Il y a les tickets de queue classiques et il y a les fast pass. Quand on collabore avec une startup, il faut leur donner des tickets fast pass, c'est-à-dire des tickets qui vont permettre de déployer le projet en 3 mois, 6 mois maximum, voire 9 mois si on débat. Et ne pas en prendre 100, mais c'est 3 par an comme un maximum, comme démarrage. Et donc, si on n'a pas assez de tickets fast pass, ça ne va pas marcher et les startups vont se décourager et ils vont abandonner. Et puis, cinquième et dernière chose, c'est un peu plus technique. Il faut que les corporates aient des API, des API, pour permettre à la startup de se connecter au système d'information de l'entreprise et de déployer en fait son innovation. Autrement, on va rentrer dans des développements spécifiques gérés par la DSI ou par la Digital Factory qui ont des roadmaps jusqu'à 2025 et qui sont extrêmement occupés et ça va faire que le projet ne va jamais voir le jour. Donc, voici un petit peu nous, notre learning à travers cette expérience des dernières, des dernières années. Cette collaboration est difficile, et encore difficile, elle prend encore du temps, mais elle est essentielle. Et c'est ce qui permettra de créer, on va dire, des startups qui déploient des solutions et qui peuvent exporter en attendant que le B2C puisse se débloquer à travers l'arrivée de fonds et de fonds massifs dans notre région du Maghreb. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Mehdi, pour cette conclusion et merci beaucoup pour tous les points que tu as pu aborder tout au long de ce panel. Ça a été vraiment très instructif pour nous tous. Et voilà, il adore l'exemple du fast pass. Voilà, on a en direct que de compliments, que de compliments. Merci beaucoup, Mehdi. Super, merci. À très bientôt, à très vite. À très bientôt. Et, merci pour tout. Kamel, est-ce que tu pourrais nous... Justement, j'aime bien le concret, nous donner un exemple d'un challenge ou d'un défi majeur auquel toi, tu as dû faire face au niveau de l'incubateur IncubMe ou auquel l'une des startups incubées a dû faire face et la façon dont tu as pu contourner ou en tout cas surmonter ce défi. Est-ce que tu as une idée comme ça en tête ou quelque chose qui te reviendrait? Non? Je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. C'est toutes les questions de network et de relationnel. Il est certain qu'il peut y avoir des procédures, qu'il peut y avoir des fast-pass, qu'il peut y avoir des procédures simplifiées, mais rien de nouveau. Et je le dis, tu as dit concret, donc je parle de concret. Rien de nouveau de toucher
chez la personne idoine. Comme le disait tout à l'heure Naufel d'ailleurs, rien ne vaut maintenant. Il est clair qu'on ne peut pas à chaque fois tomber sur la bonne personne, ou alors la bonne personne n'est pas peut-être inspirée ou n'est pas intéressée ou n'est pas donc fondée à répondre à ce genre de démarche. Et donc cette personne-là, il faut la pousser à aller nous aider à trouver l'autre personne. C'est pourquoi nous, à Incubing, nous avons privilégié des démarches ou des actions ou des comment on appelle ça, des événements porteurs de projets, chefs d'entreprise. C'est dans ce sens-là. Parce que on a souvent, lorsqu'on est du côté de l'incubateur ou de la start-up, on pointe du doigt les chefs d'entreprise. Moi, je sais que des chefs d'entreprise de très très haut niveau, et tu en connais, et tu connais certainement de qui je parle en faute, nous disent on aimerait tous les rencontrer, on aimerait tous les voir, on aimerait tous leur donner du boulot. Et comment on va faire? Je ne peux pas recevoir tout le monde. Je ne peux pas organiser. Donc, il faut comprendre un petit peu cet aspect du point de vue donc de l'entreprise. Naufel l'avait souligné tout à l'heure, et c'est tout à fait légitime. Un chef d'entreprise ne peut pas passer son temps à recevoir des jeunes. Donc, sur 100, il y en a peut-être un qui vaut le coup, et le gars, il a perdu son temps, alors qu'il a des engagements hyper importants par ailleurs. Donc, il faut s'armer de patience, il faut choisir la personne et le moment. Et bien entendu, on part si on est sûr de son produit. On ne part pas avec un produit un petit peu à peine élaboré, parce que là, on n'a certainement pas le droit à l'erreur. Donc, c'est un petit peu le message que j'adresse aussi à Jihad ou à Yassine. Il faut vraiment être sûr de votre coup. Parce que si vous vous mettez en concurrence avec Oracle, avec Amazon ou avec Google, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une fois qu'on vous a reçu, on vous a donné votre chance, ne vous amusez pas à décevoir celui qui vous a placé dans la course. Donc ça, c'est très, très important. Donc, préparez bien votre sujet. Il faut savoir de quoi l'on parle, quelles sont les attentes donc de celui que vous sollicitez, et surtout, what's the added value? Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à tous ceux? Bon, vous pouvez dire oui, on est souple, on est rapide et tout ça, et en plus on est moins cher. Non, ça ne suffira pas parce que ça ne sera pas un problème d'argent. Ces grands groupes ont de l'argent et peuvent se payer. Pour eux, il faut qu'ils aient le bon service. Il faut qu'ils n'ont pas le droit de se tromper, parce que même si c'est le CEO doit rendre compte à ses responsables. Moi, donc le conseil que je dis, mettez-vous aussi à la place de ces chefs d'entreprise. Ne pensez pas que parce que j'arbore mon label start-up, donc il faut me libérer la place et faut me donner ma chance. Pas du tout. J'y vais comme tout le monde, mais j'y vais en ayant travaillé plus que tout le monde et en donnant le plus de garanties que tous les autres. C'est comme ça qu'on peut apprécier. Avec ça marche pas, et ben il faut réessayer et réessayer et réessayer. Voilà. Du coup, on a bien compris justement que toi, tu places Kamel et vraiment au sein de l'incubateur, au cœur de toutes les actions. Tu accordes une place extrêmement importante, et Incube.me le fait, aux relations directes entre les start-upers et les chefs d'entreprise, de façon à créer une vraie relation solide qui va aussi s'étaler dans le temps à travers des événements réguliers, etc. Et ça, c'est une très bonne chose. Effectivement, d'autant que ça rejoint ce que disait Naufel tout à l'heure. Il a utilisé une phrase qui est très, très évocatrice et qui, malheureusement, quand on n'est pas au sein de l'entreprise, on ne peut pas le percevoir comme ça. Il a dit, des fois, voilà, il faut qu'on sorte son nez, on a la tête dans le guidon. Et c'est vrai que de la perspective du start-upper, il se dit simplement, il ne m'a pas appelé ou il ne m'a pas répondu, sans se douter que derrière, il y a quelqu'un qui travaille au quotidien sur d'autres tâches et qui est extrêmement sollicité sur d'autres choses, et que du coup, évidemment, il faut se rappeler justement à son bon souvenir. Juste une note, Hélène, si tu permets. Bien Quand sûr. quand je dis privilégier ce genre de rapport, bien entendu, entre l'entrepreneur, entre le porteur de projet et le chef d'entreprise, il y a l'incubateur. Et c'est l'incubateur qui doit rassurer le chef d'entreprise en disant, j'ai fait le filtre. Donc, si je te présente quelqu'un, ça veut dire qu'il a du potentiel, il peut faire un bout de chemin avec vous. On va lui simplifier un petit peu. C'est ce que nous avons fait avec CMS. Donc, c'est nous qui nous sommes presque portés garants
du sérieux et de la compétence de l'entreprise. Parce que l'incubateur connaît très bien, derrière chaque projet, il y a des personnes. Et donc, connaître les personnes, ça nécessite aussi du temps. Et donc, quand ce n'est pas assez préparé, quand ce n'est pas assez bien préparé, on renvoie le porte-parole, on dit non, tu ne peux pas te présenter chez Siemens ou chez Sonatrach ou chez un tel. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut revoir ça, il faut t'intéresser plus à ça pour pouvoir faire, parce que ça peut être qu'un one-shot. Bon, on peut le faire une fois, donc il faut le faire en mettant toutes les balles dans son fusil pour pouvoir tirer le maximum. Voilà. Naoufel, est-ce que tu souhaites apporter peut-être une réponse à ce qui vient d'être dit? Je vois qu'on n'a pas salué notre ami Rabia, je crois. Je ne sais pas si je le dis bien, qui est en ligne avec nous. Enchanté, ravi, bienvenue. Bienvenue dans le panel. Donc, Naoufel, alors. Oui, effectivement, je rejoins Kamel complètement. Il faut, et je l'avais dit aussi tout à l'heure, faut pas se décourager parce qu'il n'y a pas eu une réponse tout de suite ou parce que on n'a pas pu concrétiser un premier projet. Il y a toujours des demandes, surtout dans la situation actuelle et l'environnement actuel. Il y a encore plus de demandes et le niveau de conscience des entreprises envers la transformation digitale se fait de plus en plus. Donc, bien au contraire, il faut plus on a un échec, plus on grandit, on en sort grandi et on a plus de chances de gagner le prochain challenge. Donc, je ne peux qu'encourager et continuer à avoir des contacts. Chaque contact, même s'il est négatif, ça ouvre des voies vers d'autres horizons qui peuvent rediriger le chemin de la start-up vers la bonne direction. Donc, ne jamais se dire que si ça n'a pas marché une première fois ou avec une première entreprise, c'est qu'il y a un relâchement ou il y a moins d'intérêt. Non, toutes les entreprises vont dans cette direction. Et il faut savoir qu'il y a aussi une conscience d'apport sociétal de ces entreprises. Moi, je le vis dans ma boîte. On nous encourage à faire travailler des entreprises locales. Donc, plutôt que d'aller forcément vers des grands groupes, on a aussi un impact sociétal à apporter. Et ça, il faut le faire valoir, se dire, voilà, on est en Algérie, je suis une start-up algérienne, je viens pour travailler pour Siemens Algérie, pas pour Siemens Allemagne ou Siemens quelque chose. Bon, je dis Siemens parce que c'est ma boîte. Après, c'est valable pour toute autre entreprise. Et c'est cet aspect de support aux entreprises locales, aux jeunes, à l'économie locale que je mets en avant. Et ça peut toucher, ça peut avoir sa valeur ajoutée. Et c'est ce qui a fait que ça marche pour nous. Et je suis certain que ça pourra marcher aussi avec d'autres projets. Merci Naoufel pour cette conclusion. Je rebondis simplement en vous disant que ça m'a amusé parce que Jihad très réactif là dans la conversation qui nous dit local égale maghrébine. Donc voilà, c'est une précision de Jihad. Je vous remercie vraiment tous. On a passé un excellent moment au cours de ce panel. Je pense qu'on a répondu, on a fait un tour assez global sur ce thème lié justement aux relations contractuelles entre les startups et les grands groupes. Merci à tous pour vos précisions, pour l'apport que vous avez, ce que vous avez apporté au cours du panel. Si il y a des choses à ajouter ou si vous voulez échanger, n'hésitez pas à demander les contacts des uns et des autres en conversation privée. Et vraiment un grand merci aux panélistes, Kamel qui représente l'incubateur Incub'me en Algérie, Naoufel qui représente Siemens Algérie, à tous les start-upers qui étaient présents, à tous les autres panélistes qui viennent de nous quitter à l'instant. Et bon courage à tous pour la suite et un grand merci.